Merci, Monsieur le Président. La suite, c'est pour donner la parole à notre collègue Zibi Abégué Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en effet, le 12 avril 2012, nous vous avons accordé notre confiance. Un an après, beaucoup a été fait, beaucoup a été dit, mais nous restons malheureusement dans l'éternelle rhétorique. Et aujourd'hui, il est plus que temps de prendre de véritables mesures, parce que les Gabonais sont égorgés au quotidien comme des poulets. Nous ne pouvons plus et nous ne devons en aucun cas accepter que la vie humaine aujourd'hui soit autant bradée. Mon collègue parlait de l'institution Gallup, qui est presque numéro 1 en matière de sondage des États. Vous pourrez également rajouter le département d'État américain, qui est le baromètre de tous les investisseurs du monde, qui classe notre pays dans une zone dite du rouge. Et aucun investisseur sérieux ne pourrait venir dans un pays quand il sait que ces jours ne seront même pas quand il sait qu'il ne pourra pas pouvoir tant supporter son investissement ou peut-être même sa vie qui pourrait y laisser. Nous avons accepté dans notre pays, le Gabon, nous parlons au nom du peuple gabonais et la justice est rendue en ce même nom. Lorsque nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur et de la Défense, il y a un an, nous nous disions que le problème venait des forces de l'ordre. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, le véritable problème au Gabon provient de la justice. Et j'ai applaudi en regardant Madame le ministre taper du poing sur la table pendant sa tournée interprovinciale. Je crois que c'était à l'étape de Port-Gentil et celle de Franceville, où elle a dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Je crois qu'il est temps et nous attendons avec beaucoup d'espoir le Conseil supérieur de la magistrature qui, je crois en tenir la presse, va se tenir bientôt. Parce que les forces de l'ordre font leur travail. Les bandits qui écument nos rues sont arrêtés. Mais chacun d'entre eux dispose d'un parapluie. Nous avons accepté dans ce pays tous les marabouts sans jamais les avoir régulés. Et c'est nous les hommes politiques qui les avons importés de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont entrés dans ce pays, ils ont amené leurs pratiques. Dans aucun village du Gabon, on ne demande des sacrifices humains. J'ai été dans les 9 provinces du Gabon. Le sang, il est prohibé. Et pour être élu, on sacrifie à tout va, et depuis des années. Il y a un nouveau phénomène, celui dit des églises éveillées. Que fait le gouvernement? Ces pasteurs divisent à longueur de journée nos familles, des viols y sont commis, et des meurtres également. On laisse faire. Nous avons un troisième fléau qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Et nous regardons, nous rigolons, mais dans 5 ans, nous allons perdre notre jeunesse. C'est celui des drogues. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est devenue la plaque tournante de la drogue. Nous revenons de Quito en Équateur, en Amérique du Sud, et dans les coulisses,
La sonnette d'alarme est déjà suffisamment tirée. Cette drogue, Monsieur le Premier ministre, entre dans nos pays. Et regardez depuis un an la recrudescence de la criminalité au niveau de nos jeunes petits frères et enfants. Un gosse de 15 ans place une bouteille, enfonce à son père, et c'est le quotidien aujourd'hui. Et lorsqu'ils sont arrêtés, ils vous disent qu'ils sont sous l'emprise des drogues dures. Et sous nos yeux, nous laissons faire. Mais donnons-nous rendez-vous dans 5 ans. Vous verrez ce qu'adviendrait ce pays. Je crois qu'il est temps, Monsieur le Premier ministre, que nous donnions réellement de véritables moyens au ministre de la Justice, parce que c'est là-bas où tout se joue. Les criminels sont arrêtés, mais ils disposent d'un parapluie au niveau de la justice. Les personnes sont spoliées de leurs biens au quotidien. Il n'y a qu'à regarder quelques chaînes périphériques pour vous en rendre compte du désastre qu'il y a. Et je termine en vous disant, les Nations Unies ont commis une expertise dans les pays en guerre au sortir des élections. Et la TPI, qu'est-ce qu'elle a retenu? Que l'injustice était la base de tout et une élection tronquée n'en était que le détonateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons aujourd'hui, le Gabonais lambda en a gros le cœur de sa justice. Faites quelque chose, sinon nous verrons brûler ce pays. Et tous les autres pays qui ont vécu ces affres avaient toujours cru que le saint habitait parmi eux. Le diable, il est réellement parmi nous et c'est nous qui l'avons fait entrer dans ce pays. Et il est temps qu'il en sorte par la grande porte. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, avant de vous donner la parole, j'ai un frère qui a l'habitude de dire « Je ne vais pas rester muet comme une carpe ». Ce débat est très important. Ce débat, il y a des familles qui sont endeuillées. Nous ne devons pas l'instrumentaliser, vous l'avez dit vous-même. En refusant de l'instrumentaliser, nous voulons que la justice travaille de manière sereine. Les affaires de l'État ne se règlent pas dans la rue. La justice ne se rend pas dans la rue. Évitons de tomber dans l'inverse, c'est-à-dire évitons de tomber dans la justice spectacle. Les magistrats travaillent dans le secret de leur cabinet. Tant qu'un prévenu est entendu par les magistrats, ça ne se dit pas sur la place publique. Aujourd'hui, on voit maintenant les magistrats qui interrogent les gens publiquement. Dans quel pays on a vu ça? Les pays dont nous avons hérité ne montrent pas le procureur en train d'interroger un prévenu. Ça se passe dans le secret du cabinet du juge d'instruction. Alors évitons de tomber dans cette justice spectacle qui nous fera passer à côté du problème essentiel qui est celui de découvrir la vérité, condamner ceux qui doivent être condamnés, mais ne profitons pas de cette crainte collective pour maintenant nous laisser aller à la justice spectacle. Voilà ce que je souhaitais verser dans le débat, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, je vais vous donner la parole, si vous le voulez bien, Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, j'ai bien essayé de prendre note le plus fidèlement possible des questions qui ont été posées par les 8 intervenants et je voudrais essayer de donner quelques éléments de réponse. Tout d'abord, je souhaite intervenir sur la question des statistiques qui sont avancées ici et là. De grâce, nous parlons d'un problème sérieux. Ne nous engageons pas dans une bataille qui pourrait devenir une bataille de chiffonniers. Vous avez cité un institut, mais j'aurais préféré que vous me citiez, par exemple, les Nations Unies. C'eût été une source beaucoup plus objective. Celle que vous donnez, permettez-moi de la contester. Et de la contester tranquillement même. Si vous prenez l'ensemble des pays de la CEMAC que nous représentons, je vous invite à regarder, je ne citerai plus la source que vous avez, mais les statistiques de l'ONU, elles montrent clairement qu'en 2011-2012, le Gabon vient très largement en bas du tableau sur l'ensemble des pays de la CEMAC. Largement. Mais peut-on se satisfaire de ce que nous ayons un taux de criminalité de 13% dans le système de la CEMAC lorsque certains autres pays sont à 20%? Je suis désolé, non, on ne peut pas. Et comme je l'ai dit quelque part l'autre jour, s'il n'y avait qu'un mort, qui serait un mort par assassinat, c'est-à-dire perte de vie de quelqu'un à la suite d'une action préméditée par des gens, ça serait de trop. Ça serait de trop. Mais ce n'est pas un mort, c'est plusieurs morts. Et nous en parlons comme si on parlait de quelque chose qui est anodin, on en a des chiffres. Comme je vois des assimilations honteuses qui me gênent. Oui, on a tué quelqu'un devant la primature. Mais on ne dit pas que l'assassin a été rattrapé dans les 10 minutes qui ont suivi par la sécurité du Premier ministre qui a couru dans la rue pour rattraper l'assassin. Dans les 10 minutes. Et quand on trouvait un jeune homme de moins de 20 ans, un jeune homme de moins de 20 ans, qui a été rattrapé dans les 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on a dit? On parle de quelqu'un qui aurait été tué à proximité de mon domicile. Honorable, je comprends ce que vous avez écrit, mais je sais d'où vient la source. Et je l'ai lu moi-même quelque part. Et j'ai préféré ne pas répondre. Quelle assimilation veut-on faire exactement du fait qu'on a tué quelqu'un à proximité des bureaux du Premier ministre et à proximité de sa résidence? Si ce n'est que le Premier ministre que je suis, une fois que le président de la République m'a confié la primature, eh bien, je n'ai pas déménagé. Je suis resté dans mon quartier populaire où j'ai toujours vécu, au milieu des Gabonais. J'aurais pu déménager et aller habiter un quartier plus somptueux, plus tranquille, mais je suis resté au milieu des gens qui m'ont toujours connu. Et je peux vous assurer, même si ce n'est pas le lieu de le dire, que le jour de ma nomination, toute la population de mon quartier est venue me voir. Au-delà des communautés du nord au sud, les gens sont venus. Ils sont venus me donner des présents que je garde avec beaucoup d'affection. On a tué quelqu'un, mais le présumé coupable, sur lequel les forces de police et de sécurité ont mis la main dans les 2 semaines qui ont suivi, qu'en est-il? Un jeune homme de moins de 20 ans. Encore un jeune homme de moins de 20 ans. Nous avons 2 assassinats en l'espace de quelques temps de 2 jeunes gens qui ont tous les 2 moins de 20 ans. Où va notre pays? Est-ce que ce n'est pas le moment de pleurer sur notre propre jeunesse? Ce n'est pas à ma tête blanche, à mes presque 60 ans, qu'il faut s'adresser. C'est qui va rester derrière nous? Les assassins? Les enfants que nous avons mis au monde? Est-ce que nous les avons mis au monde pour qu'ils deviennent des assassins? Et comment le deviennent-ils? Voilà les questions que nous devons nous poser.
Et non pas nous jeter à la figure des accusations qui n'agrandissent personne, qui ne grandissent personne. C'est un problème. Nous sommes devant un drame. Point, un vrai drame. Et je voudrais remercier vraiment sincèrement l'honorable Mbabesso pour l'intervention qu'il a faite tout à l'heure. Nous nous faisons des reproches. Nous voulons la sécurité. Mais qu'avons-nous fait pour avoir la sécurité? L'honorable Tando, je crois que c'est lui qui a posé la question, ou en tout cas celui qui est intervenu juste avant lui. Non, c'était lui qui a parlé de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager de s'adresser à d'autres pays pour nous donner un coup de main en termes de coopération? Oui, peut-être que c'est en cours. Peut-être. Est-il nécessaire que je le dise publiquement? Est-ce bien nécessaire? Mais la question est la suivante. Quand on sera allé chercher des policiers scientifiques dans les autres pays, ils vont dire, nous allons sur les lieux de crime, nous allons filmer les empreintes. À quelle base de données, au fait, va-t-on comparer ces empreintes? À aucune base. Elle n'existe pas. La police scientifique, elle ne fait pas de miracle. Elle travaille en comparant les éléments qu'elle a avec des éléments qui sont déjà connus. D'où tout le problème de la loi qui a été votée par l'ancienne législature sur la biométrie, qui était une loi votée par tout le monde et dont il faut mettre en œuvre, dont il faut trouver les modalités de mise en œuvre d'une façon tout à fait consensuelle et non pas d'une façon polémique, parce que ça va bien au-delà de la question de l'élection. Ça concerne les problèmes de sécurité aussi. On fait des reproches à la police, on en fait à la gendarmerie, on dit à la justice qu'elle ne va pas vite. Mais avec quoi vont-ils aller vite? Une fois qu'on a recueilli les empreintes, qu'on a recueilli les éléments, on les compare à quel point, à quelle chose? Il faut les comparer. Dans les autres pays, il y a des bases de données. On connaît l'adresse. L'adresse de quelqu'un. Où habitons-nous? Il a indiqué à côté de la poubelle, l'autre dit à côté de la gabopée, l'autre dit à côté de quelque chose, c'est-à-dire à côté de l'imprécis, c'est tout. Voilà ce que nous faisons. À côté de l'à peu près quelque chose. Mais en réalité, nous ne nous adressons pas à... Nous ne disposons pas des éléments objectifs permettant de faire quelque chose de précis. Combien, même dans cet hémicycle, combien d'entre nous avons-nous des maisons en location dans lesquelles il y a des locataires dont nous ne sommes pas capables de décliner l'identité? Combien? Combien? Beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, une opération de police a conduit des enquêteurs dans une maison. Il y avait 30 personnes dans cette maison. Le propriétaire approché ne savait pas d'abord qu'il y avait 30 personnes dans sa maison et il ne connaissait pas l'identité de ces gens-là. Et comment voulez-vous, dans ces conditions, que la police avance très vite si nous-mêmes, nous ne participons pas à la sécurité? La sécurité, ce n'est pas une affaire du député ou du sénateur ou du ministre. C'est une affaire collective. Et pardonnez-moi de vous le dire, même si certains en doutent, malgré malheureusement le nombre déjà trop élevé de crimes, nous restons un pays qui est très envié, d'où la convergence absolue des gens vers chez nous. Cette immigration qui ne s'arrête pas. Si c'était si mauvais chez nous, comment il faut que les gens continueraient à converger vers chez nous? Mais la vraie question est, qu'est-ce que nous faisons pour arrêter ça? Qui d'entre nous prend la peine de prévenir le chef de quartier, le chef de village, le chef de regroupement, qu'il y a chez moi telle personne qui n'était pas là hier? Personne. Personne. Vous demandez combien de voitures à la disposition de la police? Qu'on augmente la qualité des policiers? Oui. Je l'ai dit dans mon propos. Nous sommes en train de modifier les critères de sélection des policiers qu'on recrute. Mais même quand on les aura améliorés, nous avons recruté, et on va peut-être recruter 1000, 2000, 3000 policiers. Pensez-vous qu'il soit possible de mettre un véhicule à la disposition de chacun des 1000 policiers, 2000, 3000? C'est non. C'est non. Ça ne sera pas possible. Si nous ne participons pas, en tant que citoyens gabonais, nous-mêmes, à l'effort de sécurité, par l'information que nous mettons à la disposition des gens qui sont chargés de nous administrer, au point de vue de l'administration, au point de vue de la police, au point de vue de la gendarmerie, je ne parle pas de délation. Entendons-nous bien. Je dis simplement, le fait de savoir que dans un village, moi je suis député, élu, je ne siège pas, mais l'honorable Zoua siège ici, mais le fait simplement de dire que
dans tel village, il est arrivé quelqu'un depuis un certain temps, mais ça suffit déjà à aider les forces de police de gendarmerie à avoir une idée. Et j'insiste, l'étranger, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas seulement celui qui vient de l'extérieur du Gabon. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pardonnez-moi de ne pas reprendre tous les noms, mais quelqu'un l'a dit, si l'on commet un crime à Libreville, on se sauve, on s'en va au Yem, on s'en va à Tubanga, on va à Franceville en attendant que ça passe. Ça veut dire qu'on peut être Gabonais et aller se réfugier à l'intérieur du pays. Si vous ne donnez pas cette information, qu'on a quelqu'un de nouveau qui est dans le pays, mais comment voulez-vous que et la police et la gendarmerie avancent plus vite? Ben, ils vont prendre le temps que l'information leur arrive. Vous avez, honorable député, indiqué qu'on faisait des médias des boucs émissaires. Non. Je suis tout à fait respectueux de la liberté de la presse, même lorsque cette liberté de la presse est utilisée dans des conditions qui sont discutables, pour ne pas dire critiquables. Mais il faut aussi que chacun de nous fasse quelque chose et dise des choses qui correspondent à une réalité. Dans l'imagerie populaire, éventrer n'a pas la même force que poignarder. Lorsque, dans un document, on parle d'éventrer, on accroît en quelque sorte la psychose. On essaie d'accroître le niveau de l'horreur de l'événement. Nous avons peur. Il faut analyser les facteurs d'insécurité. C'est exact. Mais je rappelle que nous avons abordé cette question ici il y a 3 mois. Mais vous savez bien, honorable, que pour lancer une étude sociologique sérieuse, 2 mois, 3 mois ne suffisent pas. Il faut que l'on prenne le temps sérieusement d'aller en profondeur dans les dossiers, de les analyser et effectivement de trouver les causes réelles pour lesquelles nous devons faire face à un certain nombre de... Nous sommes en train de faire face à un certain nombre de problèmes. Oui, la drogue est là. Oui, nous avons une dérive qui est liée à cette drogue. Dans beaucoup de pays, la criminalité aussi est liée à la situation économique. Les gens qui sont sans emploi ont tendance à être beaucoup plus fragiles, beaucoup plus disponibles pour faire des actes qui sont délictueux. Je crois effectivement que nous devons faire une analyse et nous interroger les uns les autres. La question qui m'a été posée, finalement, quand je la résume, c'est quelle stratégie concrète le gouvernement a-t-il mise en place? Je l'ai énoncée et je vais peut-être la résumer. Nous sommes passés d'abord d'une politique d'accroissement quantitatif des effectifs au sein des forces de police et de gendarmerie à un accroissement qualitatif. J'ai indiqué tout à l'heure que nous avions décidé maintenant de faire passer des gens qui sont préposés à des recrutements par des phases d'analyse des profils psychologiques, etc. C'est un changement de façon d'aborder le problème. Ce n'est plus simplement de la quantité, c'est maintenant une analyse qualitative. Nous sommes bien évidemment d'accord avec la proposition et les suggestions qui ont été faites de dire qu'il faut accroître les casernes. Il faut accroître les points sur lesquels les forces de police, les forces de gendarmerie peuvent se poster, se positionner pour intervenir. Mais, quelque part, peut-être aussi nous demandons des choses qui ne sont pas en phase avec ce que nous faisons. Le prépositionnement des gendarmes dans les carrefours n'a peut-être pas pour objet de réguler la circulation. Et peut-être que vous leur demandez des choses qui ne correspondent pas à la mission qui leur a été donnée. Je pense qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a une commission qui peut s'occuper des questions de la défense et qui pourrait valablement, hors micro, entendre le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur sur la raison et les justifications des positionnements des uns et des autres. Je ne crois pas que ce soit ici, je m'excuse, une bonne idée que je me
mettent à développer les raisons pour lesquelles on peut avoir à des carrefours des gendarmes qui, malgré certains événements dont ils sont témoins, ne se mettent pas dans la poursuite. Le reproche qui est également fait concerne les problèmes d'éclairage. Honorable, vous avez raison, il n'y a pas assez d'éclairage dans la ville de Libreville. Mais pas seulement dans la ville de Libreville, dans l'ensemble de nos villes à l'intérieur du Gabon aussi. Et là, vous touchez un problème de fond. À un moment donné, un pays se donne des priorités. Ces priorités, elles ne sont pas figées, elles bougent avec le temps. Je crois qu'il y a quelques années, la question de la sécurité ne se posait pas avec la même acuité que maintenant. Et il est tout à fait logique que dans les mois qui vont venir, nous nous posions la question de la redéfinition de nos priorités. Et l'allocation des ressources au budget de l'État doit être conforme à la définition des priorités que nous faisons. Mais, de nouveau, je pense qu'il serait malhabile, malvenu, que nous nous fassions des reproches sur une programmation budgétaire qui a été faite dans le passé, qui a été reconduite et qui correspondait à des priorités que nous avions à un moment donné. Mais aujourd'hui que le problème se pose d'une façon différente, oui, c'est vrai, il va falloir qu'on repose un certain nombre de problèmes, y compris les questions transversales. Parce que la police n'est pas en charge des lampadaires. La police n'est pas en charge de l'éclairage public. Mais même le ministère qui est en charge d'éclairage, c'est-à-dire les mairies, bien sûr c'est le ministère de l'Intérieur, ont besoin de budgets qui correspondent à ces moyens nouveaux. Et le département de l'énergie, lui aussi, a des contraintes dans ses ressources. Donc il faut que nous redéfinissions les contraintes et que l'on voit les complémentarités, les transversalités qui peuvent être développées de façon à atteindre un objectif qui est clair, accroître les moyens permettant aux forces de police, à la gendarmerie, de se mouvoir dans une certaine sécurité. Mais l'idéal, c'est que cela n'arrive pas. L'idéal, c'est que les causes que l'honorable Malonga a suggéré de rechercher, et ce que j'approuve, que ces causes-là, on les attaque à la racine, et que petit à petit, nous arrivions à créer, à rétablir un climat de sécurité. Mais, honorable député, je voudrais, bien sûr, il y a des questions que l'on soulève, qui sont un peu polémiques, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire d'y répondre, ou du moins de suivre cette voie de la polémique. Monsieur le Président, vous avez soulevé un point particulièrement important. C'est la pression à laquelle le gouvernement, la police, la justice sont soumis, qui fait que on en vient presque à des entorses sur les procédures. Tout le monde dit qu'on ne fait rien. On ne fait rien. Mais vous le savez vous-même, vous êtes des parlementaires. Le sénateur dont l'immunité a été levée. Mais la population a considéré que le Parlement dans son ensemble était en train de se protéger, discuter pour rien d'immunité. Ça aurait dû être... Alors que nous avons des lois et des procédures qui doivent être suivies et respectées, sans quoi on sombrerait dans quelque chose qui deviendrait de l'anarchie. Mais le simple fait d'avoir retardé le temps de la levée de cette immunité a conduit certains à considérer qu'il y avait un processus d'autodéfense qui était en train de se faire. Il en est de même. Quand on interpelle un membre du gouvernement, il est interpellé, mais vous le savez bien, l'article 484 du Code de procédure pénale, vous savez ce qu'il dit. Cet article 484, normalement, pour l'audition d'un ministre, il devrait y avoir un décret portant, autorisant le Conseil des ministres autorisant le ministre en question à répondre à l'injonction de la justice. Mais à défaut de ce décret, le ministre peut être entendu à son domicile. C'est ce que dit la loi. Mais comme chacun croit que